Vendredi 24 juin, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. On jette un œil sur les titres de ce journal. En Tunisie, grave menace visant le président Kais Saïed, annonce faite par le ministère de l'Intérieur. Aucune précision n'a été dévoilée. Assaut de la clôture de Melilla, plus de 45 subsahariens et 5 membres des forces de l'ordre espagnoles seraient morts dans ces affrontements. Entre 800 à 1000 personnes ont tenté d'entrer illégalement dans l'enclave de Melilla cette semaine. L'ONU conclut que la journaliste Shirin Abu Akleh a été tuée par un tir de l'armée sioniste, cette même armée qui menace ouvertement le Liban. Le Hamas refuse de voir l'État sioniste voler les richesses maritimes du Liban et déclare apporter tout son soutien au pays des Cèdres. Conflit en Ukraine, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne présente aucun risque, selon le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, au moment où les travaux du sommet européen se poursuivent à Bruxelles. Nous le disions à l'instant, en Tunisie, le président Kais Saïed ferait l'objet de menaces sérieuses contre sa personne, annonce faite par le ministère de l'Intérieur. Cependant, aucune précision sur les acteurs de cette attaque n'ont été dévoilées. Safwan Ben Sabri. Le président tunisien Kais Saïed serait la cible de menaces sérieuses envers sa personne. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur tunisien ce vendredi. Un plan d'action ayant pour instigateur des partis extérieurs et intérieurs aurait visé le président Kais Saïed. Aucune autre précision sur les acteurs impliqués n'a cependant été communiquée. Nous vous rapportons aujourd'hui, en conjonction avec un certain nombre de rapports confirmés par les services de sécurité du ministère de l'Intérieur, des informations concernant la prise pour cible du président de la République contre sa personne et contre sa sécurité, ainsi que celle de l'institution présidentielle. L'attaque aurait été perpétrée par un loup solitaire qui ne serait pas parvenu à ses fins, les forces de sécurité ayant déjoué les plans de l'auteur, dont l'identité reste inconnue. Hier soir, une attaque terroriste qu'un loup solitaire a tenté de perpétrer contre un point de sécurité d'un site sensible a été déjouée. L'auteur de cette tentative d'attaque terroriste a été arrêté et ce crime évité. Les réactions ne se sont pas fait attendre en Tunisie. Ahmed Najid Chebbi, à la tête d'une coalition de partis d'opposition, a fait part de ses doutes quant à la version du gouvernement, allant jusqu'à la remettre en cause. La Tunisie traverse une crise politique et économique majeure, accentuée depuis juillet 2021. Le président tunisien avait alors procédé à la suspension du Parlement et au limogeage du gouvernement. Depuis, la Tunisie cherche encore une porte de sortie à une crise qui s'éternise. Maroc, plus de 45 subsahariens et 5 forces de l'ordre espagnoles seraient morts dans des affrontements à la frontière avec Melilla. C'est ce qu'a affirmé le journal espagnol La Razón. Aucun détail n'a été communiqué sur les circonstances des décès. Entre 800 et 1000 immigrés d'origine subsaharienne ont tenté d'entrer illégalement à Melilla la semaine dernière. Moins de 10 jours nous séparent du prochain sommet de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui se tiendra à Accra. Et en attendant, la Côte d'Ivoire et le Nigeria tentent de resserrer leurs liens et de rapprocher leurs points de vue. Ce sommet du 3 juillet prochain sera consacré au Mali, au Burkina Faso et à la Guinée. Plus de détails avec Tininan Makassi. C'est en frère et ami de la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara a accueilli jeudi son homologue Mohamed Bazoum, président du Niger. Une visite qui intervient à moins de 10 jours du prochain sommet de la CEDEAO, qui sera évidemment consacré au Mali, puisque est attendue la décision de maintenir ou de lever les sanctions contre les autorités de la transition malienne. Pour rappel, depuis le 9 janvier, la CEDEAO a décidé d'adopter une série de mesures répressives à l'encontre du Mali.
Cela dit, le Mali ne sera pas le seul sujet sensible de la dite rencontre du 3 juillet prochain à Accra, puisque les transitions au Burkina Faso et en Guinée seront aussi au menu des discussions. La visite, qui s'étendra sur 2 jours, entamée jeudi par un passage au palais présidentiel de Yamoussoukro, sera l'occasion pour les 2 présidents de rappeler l'importance des relations bilatérales pour leurs 2 pays, mais surtout de rapprocher leurs points de vue en vue du prochain sommet de la CEDEAO. À cet effet, les 2 présidents se disent favorables à la poursuite du processus démocratique dans ces pays, insistant en outre sur leur volonté de développer des relations de confiance avec les pays touchés par les sanctions de la CEDEAO, rappelant par ailleurs la fraternité qui lie leurs pays respectifs. Cela dit, les 2 hommes d'État profiteront de ce voyage hautement diplomatique pour se pencher sur d'autres questions, notamment les abcès sécuritaires qui minent la région. Au Mali, au moins 8 casques bleus de la MINUSMA ont été blessés dans une explosion. Leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé dans la région de Tombouctou, au nord du pays. Les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ont été évacués après cette explosion. Meurtre de la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme conclut que sa mort est due à un tir des forces sionistes. On rappelle que la journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera portait une veste pare-balles sur laquelle était inscrit le mot « presse » et un casque de protection lorsqu'elle a été atteinte d'une balle juste sous la coupe de son casque le 11 mai dernier. On écoute la porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Sur la base de ce suivi très rigoureux, nous constatons que les tirs qui ont tué Abu Akleh provenaient des forces de sécurité sionistes et non des tirs des Palestiniens armés. Liban, le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, refuse de voir l'État sioniste voler les richesses maritimes du Liban et déclare apporter tout son soutien au pays des cèdres. Les tensions entre le Liban et l'entité sioniste ont été ravivées après l'arrivée d'une plateforme gazière sur le site de Karish, au large des côtes libanaises. Souhila Akilal. Au lendemain de la menace d'une attaque armée proférée par le ministre sioniste de la Défense Benny Gantz à l'encontre du Liban et du Hezbollah, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a apporté son soutien au Liban et a exprimé son refus de voir les sionistes exploiter les richesses maritimes du Liban. Nous avons affirmé notre entière solidarité avec le Liban face à ce harcèlement israélien sur les frontières maritimes libano-palestiniennes et non libano-sionistes dans le but de voler les ressources naturelles du Liban, qu'il s'agisse de gaz ou de pétrole. Le chef du Hamas a rappelé le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant et à retourner sur ses terres. Nous avons assuré à son Excellence le président Michel Aoun que nous rejetons toute réinstallation, toute partie alternative ou tout déplacement et que nous adhérons au droit de retour sur la terre de Palestine. Nous avons souhaité que son Excellence et l'État libanais examinent positivement certaines des exigences en matière de droits de l'homme de notre peuple dans les camps de réfugiés. L'entité sioniste qui occupe la Palestine exploite les richesses naturelles du Liban, motivée par la normalisation des relations lancées par de nombreux pays arabes, dont le Maroc. Les tensions entre le Liban et l'entité sioniste ont été ravivées après l'arrivée d'une plateforme gazière sur le site de Karish au large des côtes libanaises. En Iran, le chef de la diplomatie de l'Union européenne est attendu ce vendredi soir à Téhéran. Une visite de Josep Borrell pour s'entretenir avec les responsables iraniens des pourparlers sur le dossier nucléaire bloqué depuis mars. Pour rappel, Téhéran a réaffirmé lundi dernier sa volonté d'avancer sur la voie diplomatique au sujet de son dossier nucléaire. Et en Syrie, plus exactement à Alep, les travaux de rénovation de la grande mosquée des Omeyyades ont commencé et battent leur plein. De quoi redonner à la ville d'Alep ses couleurs d'antan. Amira Bedja.
sous les battements des marteaux et l'effervescence des ouvriers qui s'activent au cœur de la célèbre mosquée des Omeyyades afin de lui redonner son lustre d'antan. Une rénovation gigantesque est en cours. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le monument a été ravagé par 4 années de conflit pendant la bataille d'Alep. Édifiée au 8e siècle, la mosquée était classée l'une des plus anciennes au monde. Avec son minaret qui datait de l'an 1090, il a été totalement détruit en avril 2013. Réduit en un amas méconnaissable, aujourd'hui, des pierres bien taillées sont déposées par une grue. La vieille ville d'Alep, qui était au centre des combats les plus sanglants, sort avec des séquelles qui prendront du temps pour s'estomper, bien plus que la restauration de tous les édifices. En Europe, dans l'affaire de candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare qu'il est aujourd'hui reconnu que l'Ukraine est un futur partenaire égal pour au moins 27 pays de l'Union européenne. On l'écoute. Nous sommes passés des déclarations aux actes, des rêves aux actions. Le 28 février, l'Ukraine a déposé sa demande d'adhésion à l'Union européenne, à Bankova, dans le bureau du président ukrainien, au milieu des fortifications et des sacs de sable. Lorsque les sirènes d'alerte au bombardement ne retentissaient pas, nous avons signé ce document. Beaucoup de gens étaient sceptiques et considéraient que les chances de l'Ukraine étaient illusoires. Mais nous sommes tous unis. L'Ukraine s'est unie. Et le monde a vu notre trait unique. Plus il ne croit pas en nous, plus nous y croyons. Les travaux du sommet européen se poursuivent à Bruxelles au moment où les réactions sur l'avis favorable quant à l'adhésion de l'Ukraine s'enchaînent. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a estimé que l'adhésion de Kiev au bloc européen ne représente aucun risque pour Moscou. Amine Touta. Vote is closed and it is overwhelmingly adopted. Un pas de plus vers Bruxelles pour Kiev et Chisinau. Les deux ex-capitales soviétiques ont désormais le statut de candidat à l'Union européenne depuis hier soir au vote du Conseil européen. Un souhait tant aspiré par l'Ukraine dès les premiers jours du conflit avec la Russie. Cette éventuelle future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne représente aucune menace, selon le Kremlin. L'Union européenne n'est pas une alliance militaire contrairement à l'OTAN, donc le développement de ses relations avec d'autres nations qui y aspirent ne nous pose ni menace ni risque. Toutefois, le numéro 1 de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, n'a pas manqué l'occasion d'évoquer le caractère russophobe du bloc européen ces dernières années, une haine grandissante et un mépris de tout ce qui est russe. Au cours des dernières années, l'Union européenne a considérablement évolué, sinon imité vers l'acquisition d'un programme idéologique agressif, un programme russophobe. Si cette candidature constitue une première étape pour l'Ukraine, le chemin pour l'ouest de l'Europe reste lent en raison de la complexité des procédures d'adhésion, à l'image de beaucoup de pays candidats à l'instar de l'Albanie. Edi Rama, le Premier ministre, appelle les Ukrainiens à ne pas se faire trop d'illusions. La Macédoine du Nord est candidate depuis 17 ans, si je ne me trompe pas. L'Albanie depuis 8 ans. Alors bienvenue à l'Ukraine. C'est une bonne chose de donner le statut de candidat. Mais j'espère que les Ukrainiens ne se feront pas trop d'illusions. Le dossier de Tirana est en cours de traitement depuis 2009, année de la remise de la demande officielle d'adhésion à l'Union. Et dans un contexte de conflit armé, les 27 pourraient faire une entorse aux règles européennes en faveur de l'Ukraine. 450 millions de dollars supplémentaires, c'est l'aide militaire que fourniront les États-Unis à l'Ukraine. Un nouveau volet d'assistance qui comprendra en particulier une livraison supplémentaire de lance-roquettes perfectionnées, annonce faite par John Kirby, coordinateur de la communication de la Maison-Blanche sur les questions stratégiques. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide supplémentaire de 450 millions de dollars à l'Ukraine en matière de sécurité, dans le cadre de notre engagement à aider l'Ukraine à défendre sa démocratie face à l'agression russe non provoquée. Ce volet contient des armes et des équipements, y compris de nouveaux systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité
des dizaines de milliers de munitions supplémentaires pour les systèmes d'artillerie qui ont déjà été fournis également, et des patrouilleurs pour aider l'Ukraine à défendre ses côtes et ses voies navigables. La crise alimentaire, une nouvelle fois sur la table, c'est le président russe Vladimir Poutine qui prend la parole et défend la position de la Russie dans cette crise en rejetant une nouvelle fois la faute sur l'Occident cynique devant une quinzaine de dirigeants d'Afrique et d'Asie. Ce n'est pas le résultat des derniers mois et encore plus les conséquences de l'opération militaire spéciale de la Russie pour protéger le Donbass. Une forte hausse de l'inflation ne s'est pas produite hier. C'est le résultat des dernières années, des années de politique macroéconomique irresponsable des pays du G7. Le marché agricole a été déstabilisé de la manière la plus sévère. Certains pays occidentaux usent d'un tel cynisme pour aborder ces questions déstabilisant le marché mondial de la production agricole. Et cette crise alimentaire mondiale au cœur d'une conférence internationale organisée par le gouvernement allemand ce vendredi. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken y est présent. Elle s'est intitulée « S'unir pour la sécurité alimentaire mondiale ». Cette conférence porte sur les pénuries alimentaires provoquées par le conflit en Ukraine. Le récit russe selon lequel les sanctions du G7 seraient la cause de la hausse des prix alimentaires mondiaux est donc totalement infondé. Nous devons effectivement nous préoccuper de l'existence de toute alternative permanente, car la mer Noire ne pourra pas être une voie sûre pour l'Ukraine à long terme. Et aux États-Unis, malgré des aides à la pompe, les prix des carburants restent très élevés cet été. Et pour faire face, une réunion entre l'administration Biden et les raffineurs constitue une première étape. Washington estime qu'il est impératif que les raffineurs augmentent leur production pour stabiliser les prix dans le pays. Mohamed Wali Ben Jabel. L'envolée des prix des carburants bat son plein aux États-Unis d'Amérique. Une augmentation risque de perdurer encore plus et affecte d'autres secteurs économiques. Afin d'éviter des conséquences dramatiques, Washington essaye de sécuriser ses approvisionnements en carburant. À la demande du président Joe Biden, la ministre de l'Énergie, qui était devant vous tous hier, a rencontré les PDG et les cadres des 7 principaux compagnies pétrolières américaines. Ce matin, au siège du ministère de l'Énergie à Washington DC. La réunion a été un dialogue productif axé sur la création d'une opportunité pour l'industrie de travailler avec le gouvernement afin d'aider à apporter l'aide nécessaire aux consommateurs américains. L'administration Biden estime qu'il est impératif que les entreprises augmentent leur production. Aucune mesure concrète n'a toutefois été annoncée. C'est une première étape dans la poursuite du dialogue. Il est clair que nous voulons trouver des solutions et je pense qu'il y aura de nombreuses autres étapes pour y parvenir. Pour faire baisser les prix à la pompe, Joe Biden a demandé au Congrès de suspendre temporairement cet été la taxe fédérale sur l'essence de 18 cents. Une requête qui a toutefois suscité le scepticisme de nombreux experts pour qui cette mesure ne ferait qu'augmenter la demande. Et dans l'affaire de l'assaut du Capitole, la commission d'enquête parlementaire s'est attaquée aux tentatives éhontées de Donald Trump de pousser le ministère de la Justice à soutenir ces fausses allégations de fraude électorale autour de la présidentielle remportée par Joe Biden. Les 9 élus présents à cette 5e audition publique ont détaillé les pressions exercées par Trump sur le ministère. Le président battu avait également tenté d'installer un de ses proches à la tête de l'institution, Jeffrey Clark. Donald Trump ne voulait simplement pas que le ministère de la Justice enquête. Il voulait que le ministère de la Justice l'aide à légitimer ses mensonges, qu'il déclare sans fondement que l'élection était truquée, qu'il nomme un avocat spécial pour enquêter sur les fraudes électorales présumées, qu'il envoie une lettre au corps législatif de 6 États, les incitant à envisager de modifier les résultats de l'élection. Et au Royaume-Uni, élection du député Simon Lightwood après l'annonce des résultats de l'élection partielle de Wakefield, remportée par le Parti travailliste. Le parti conservateur du Premier ministre britannique Boris Johnson a essuyé 2 cuisantes défaites lors de ces élections. Conséquence ce vendredi, la démission du président du parti au motif que, je cite, « quelqu'un doit prendre ses responsabilités ». Fin de citation. Tonight, the people of Wakefield have spoken.
Ce soir, les habitants de Wakefield ont parlé au nom du peuple britannique. Ils ont dit sans réserve, Boris Johnson, votre mépris pour ce pays n'est plus toléré. Le message des habitants de Wakefield est clair. Premier ministre, vous êtes inapte à diriger ce pays. Le prochain gouvernement travailliste est né à Wakefield ce soir. Next Labour government has been born in Wakefield tonight. On va parler culture à présent à Alger. La 22e plutôt édition du Festival européen de musique a été inaugurée au Théâtre national Mahiedine Bachtarzi par un spectacle de l'artiste algérienne Samira Brahmia. Ils étaient nombreux à y assister et parmi le public, on pouvait apercevoir plusieurs représentations diplomatiques européennes. Sofiane Baroudi. Le festival musical européen 22e du nom a été ouvert officiellement hier dans l'enceinte mythique du Théâtre national Mahiedine Bachtarzi d'Alger. L'événement a vu la présence de plusieurs représentations diplomatiques ainsi que de chargés culturels de plusieurs pays européens accrédités en Algérie. Cette représentation culturelle dédiée cette année à la création féminine est voulue comme un espace d'échange et de coopération artistique. C'est un très grand plaisir pour moi ce soir d'ouvrir Musical, le 22e festival européen en Algérie, et j'aime beaucoup la musique. La musique est un art universel qui réunit les gens à travers tous les continents et toutes les diversités culturelles, sociales et linguistiques. Pendant notre festival musical, vous pourrez écouter et profiter des artistes en provenance de 15 pays européens, sans même connaître leurs différentes langues maternelles. À travers la musique, on se comprend tout de suite. L'artiste algérienne Samira Brahmia, qui retrouve la scène algéroise après de longues années, a offert un spectacle aux influences diverses, mêlant à ses titres les plus connus un avant-goût de son nouvel album que le public a particulièrement apprécié. La chanteuse a interprété des grands classiques de la musique algérienne en arabe et en tamazight. L'artiste nord-africaine a également mis l'accent sur la culture africaine en invitant sur scène une artiste sénégalaise. Un hommage a aussi été rendu à la grande artiste algérienne et militante de la libération sud-africaine Mariam Makeba. Le festival musical s'est donc ouvert à Alger dans une ambiance festive. L'été de la 60e célébration du recouvrement de l'indépendance algérienne est placé sous le signe de la créativité et de l'harmonie entre les cultures, avec Oran la flamboyante comme épicentre des sports et des arts méditerranéens. Et on reste en Algérie pour parler sport. Moins de 24 heures nous séparent du coup d'envoi de la très attendue 19e édition des Jeux méditerranéens. Tout est fin prêt et on rejoint à présent notre envoyée spéciale Imen Merad. Elle est sur place, elle est à Oran. Bonsoir Imen. Bonsoir Imen. Imen Merad qui nous rejoint en direct de Oran pour justement à la veille de l'ouverture de cette 19e édition des Jeux méditerranéens. Imen, bonsoir. Il semblerait que la connexion mette du temps. Bonsoir à nos amis téléspectateurs. Nous sommes en direct d'Oran. Et effectivement, tout est fin prêt pour recevoir les hôtes de l'Algérie pour ces Jeux méditerranéens Oran 2022. Toutes les structures sont prêtes, tous les Oranais attendent avec impatience le coup d'envoi de cette manifestation internationale qui promet d'être vraiment grandiose et phénoménale. On est à 24 heures donc de l'ouverture de cette 19e édition. Comment est-ce que vous décririez l'ambiance à Oran actuellement ? Il semblerait que Imen ait du mal à nous écouter. D'ailleurs, Imen a rencontré cet après-midi le sélectionneur national Djamel Belmadi à l'aéroport donc d'Oran. Djamel Belmadi qui est invité d'honneur à ces Jeux méditerranéens. On voit les invités qui ont commencé à affiler donc pour cette cérémonie d'ouverture. On écoute Djamel Belmadi. Très heureux de participer à ça. J'espère vraiment que ces Jeux, et je suis quasi convaincu qu'on va vivre des beaux moments, de belles rencontres ici et là, que ce soit dans le football ou d'autres sports. Mais bon, moi c'est le football.
Donc voilà, très content de participer à ça et d'être présent pour la cérémonie d'ouverture et puis commencer finalement les différentes compétitions. Djamel Belmadi, donc, qui était au micro de Imen Merad, qui est en direct, donc, qui nous avait rejoint de Oran. On reviendra vers vous, Imen Merad, pour cette ouverture donc, des Jeux méditerranéens à Oran. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à 19h. Leila Gertal pour édition spéciale à 18h. Excellente soirée à tous sur Al24 News.